Mesdames et messieurs, amis des droits à la parole, c'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve pour ce numéro, un numéro que nous allons débuter sur l'essor des hydrocarbures. Nous sommes donc ici à la Société nationale des hydrocarbures du Congo, la COHYDRO. Vous en avez certainement entendu parler, mais est-ce que vous savez quelles sont les vraies missions de cette entreprise et l'État? Est-ce que vous savez que cette entreprise est en train de changer la configuration même de notre politique générale des hydrocarbures? C'est donc avec plaisir que nous sommes ici, où nous sommes reçus par les directeurs généraux de cette entreprise. Je voudrais donc saluer notre invité, l'ingénieur Hubert Mimawawa. Monsieur le DG, merci de nous recevoir et bonjour. Bonjour. Vous avez accepté de nous recevoir chez vous et nous ne pouvons que vous remercier pour cela. Mais nous allons aller tout droit dans les buts de notre visite. Cette émission, nous la voulons une émission vraiment d'information. Sur le secteur des hydrocarbures, ça fait quand même une dizaine d'années que ça ne bouge pas dans le sens des contrats CPP. On ne voit pas des entreprises nouvelles s'installer. Notre production est toujours périphérique, se situant dans l'océan. Il y a toutes ces questions qui intéressent l'opinion, mais nous commençons par vous. Nous commençons par vous parce que je vous ai observé personnellement en train, tout DG que vous êtes, en train de mener une campagne sur les changements des mentalités. Alors, c'est ma première question, avant que je ne parle de vous-même et de vous présenter aux téléspectateurs. Cette question-là en luminaire, pourquoi avoir accepté, en tant que DG, d'aller dans la campagne sur le changement des mentalités? Merci d'abord pour votre invitation. Vous vous intéressez aux hydrocarbures, mais c'est rare de trouver des journalistes à spécialité hydrocarbures. Merci aussi beaucoup pour l'attention que vous avez attirée à notre modeste personne, surtout aussi à l'entreprise que nous dirigeons. Pour répondre à votre question, tout développement commence par la prise de conscience. À notre arrivée dans cette entreprise, à notre avènement, dans l'état des lieux et dans les constats, en passant, je vous dis que nous avons trouvé une entreprise à bord des faillites, ce n'est pas en faillite. Les stations-service là dont vous faites allusion n'étaient plus opérationnelles. Tout était bloqué. Dans l'état des lieux, la première des choses que nous avons constaté, que l'entreprise était en faillite, pas puisque l'entreprise était mauvaise dans son objet social, mais uniquement il y avait un problème d'homme. C'était plein d'antivaleurs, plein de vols, plein de détournements, je ne mâche pas les mots, je l'ai dit, la débauche, tout tournant autour des antivaleurs, et ça a été incrusté de telle manière que c'était très difficile de relever les défis du développement, les défis du décollage de l'entreprise sans commencer par là. C'était les premiers boutons à régler. C'est pour cette raison, pour ceux qui me suivent et qui font partie de cette entreprise, j'ai commencé par les mobiliser et de les bombarder d'abord moralement, spirituellement aussi, puisqu'il a fallu quand même une dose de l'aspect pastoral. Je ne sais pas pourquoi les autorités ont choisi un pasteur, c'est après que j'ai compris que dans cette entreprise, pour relever ces défis, il fallait un pasteur. Je leur ai recommandé une seule chose, si nous voulons qu'ensemble nous puissions relever les défis, puisqu'ils ne devraient pas relever les défis moi, puisque je ne suis pas sur le terrain, je ne suis pas partout, je ne suis pas omniprésent, ni omnipotent. C'est avec eux qu'on devrait travailler. Et alors, avec eux, pour avancer, il fallait une prise de conscience et une nouvelle méthodologie d'approche sur le plan managérial. Et c'est ainsi que je leur ai proposé les 3 C. Et voilà, pour avancer, j'ai besoin des hommes crédibles. Des hommes crédibles et des femmes crédibles. Et pour moi, la crédibilité qui symbolise, qui est le symbolisme de ce que je vais utiliser pour avancer, et
composé de deux autres C. Le premier C, c'est la compétence. Il faut manifester une compétence aiguisée et éprouvée pour être à côté de moi. Et le deuxième C, c'est le comportement. Tu peux être compétent, mais si tu as un mauvais comportement, tu es compétent, mais ton intelligence est tournée vers les vols, vers la débauche. J'appelle ça une intelligence obscurcie. Ça ne donnera pas les résultats. Et je devrais commencer par ces 3 C. Très bien. Vraiment, merci de cette entrée en matière et ça me permet justement de vous présenter à nos téléspectateurs. Vous avez parlé et vous avez donné un contenu puissant. Je rappelle et je répète la crédibilité, la compétence et les comportements. Mais qui êtes-vous en fait? Vous êtes ingénieur civil de l'université de Kinshasa où vous avez terminé en 1985. Et vous avez eu beaucoup de formations, notamment des formations à Paris dans le domaine de la construction des stations-service. Et à l'époque, cette formation, vous l'avez obtenue auprès de Elf Aquitaine, Elf qui est devenu aujourd'hui Total. Vous avez été aussi dans cette même entreprise Elf Aquitaine, ingénieur conseil, pendant autour de 8 ans, vous avez travaillé avec eux. Et vous vous êtes spécialisé dans un secteur qui est quand même assez rare et pointu, notamment la conception, les designs et la construction des stations-service. Et d'ailleurs, toutes les stations, a-t-on appris, qui sont aujourd'hui utilisées par la Cohydro, relèvent quand même, il y a une vingtaine d'années déjà, de votre conception. Nous ne pouvons que vous féliciter parce que ces stations sont belles et pratiques. Vous avez donc été aussi consultant à la Banque mondiale dans la société SFI, donc la Société financière internationale, où on vous a pratiquement préparé comme expert spécialiste des infrastructures dans le domaine des zones économiques spéciales. Vous avez donc été coordonnateur là-bas, dans cette société de la Banque mondiale. Vous l'avez dit déjà, vous êtes aussi un homme de Dieu, donc un pasteur. Vous êtes pasteur de l'Église du Christ au Congo. Vous êtes aussi dans le domaine des médias. Et d'ailleurs, les confrères qui sont à Sangomalamu ont reconnu ainsi les patrons. Vous êtes directeur général de l'ASBL Sangomalamu. Et vous avez aussi un ministère, celui des couples. Voilà ce mariage de compétences, de crédibilité et finalement d'un bon comportement. Alors revenons donc à la Cohydro. Il est vrai que dans l'opinion publique, ce que vous avez décrit en interne, c'est vérifié à l'externe. La plupart des usagers, il y a quelques années, ne voulaient même pas aller à la station de Cohydro pour acheter du carburant parce qu'ils estimaient que les agents n'étaient pas honnêtes. On vous donnait 20 litres alors que vous avez payé 40 litres. Mais quelles sont les missions de la Cohydro? Cette entreprise de l'État qui a quand même changé beaucoup de noms, il n'y en a pas eu beaucoup. Dans les 20 dernières années, c'est la seule entreprise qui a changé, je crois, 3 ou 4 fois de nom. Ce qui signifie qu'il y a une recherche dans le domaine de ces missions. Quelles sont les missions de la Cohydro? Qu'est-ce que l'État attend de vous? Merci pour cette question. Je reviens un peu en arrière pour compléter un peu ce que vous venez de dire sur ma modeste personne. J'ai eu la grâce de connaître 2 universités. L'université de Kinshasa, l'université de Lubumbashi. Ah bon? Et enfin, pour aiguiser encore mes compétences, effectivement, je suis parti à Paris. Dans ce qui est de la recherche, de la manière dont je me suis pris pour relancer l'entreprise, je vous ai parlé que tout est parti de la sensibilisation et de la recherche et formation des zones intègres. Mais quelles sont ces missions? Les missions, c'est quoi? Qu'est-ce que la Cohydro doit faire? La Cohydro, c'est pas, vous l'appelez Cohydro puisque vous êtes habitué. Pour aujourd'hui, c'est la Sonaïdrogue. J'ai été nommé directeur général de la Sonaïdrogue. Vous voyez, Société nationale voilà, Sonaïdrogue. des hydrocarbures du Congo. Je suis venu justement pour mettre en œuvre
la loi en rapport avec la mise en place de cette société. Cette société a été mise en place conformément à la loi 15/012 relevant les hydrocarbures au Congo. Les codes des hydrocarbures. Pas les codes, je suis en train de parler de la loi. Il y a une loi qui a été mise en place, promulguée le 1er août 2015. C'est vers 2017-2018 qu'elle a connu son application. La loi a commencé à être mise en œuvre après sa promulgation, 2 ans après sa promulgation, partant de la Sonaïdroc. Et l'émission de la Sonaïdroc, je peux résumer conformément à la loi, 2 termes. Premièrement, il y a l'amont pétrolier, que les gens ne connaissent pas beaucoup. Dans l'amont pétrolier, il est demandé à cette société nationale de mener des recherches, de faire la prospection, de faire l'exploitation, l'exploration et d'atterrir sur l'exploitation pétrolière des ressources hydrocarbures d'une manière générale, puisque dans les recherches, nous devons non seulement nous limiter à identifier les potentiels que regorge notre pays en matière des hydrocarbures, nous devons aller jusqu'à en constituer une banque de données pour savoir effectivement, nous avons du pétrole, c'est exploitable, oui ou non, et s'il faut attribuer les blocs pétroliers à un investisseur ou à un opérateur, après les appels d'offres, on doit savoir nous-mêmes d'avance qu'est-ce qu'il y a dedans, et qu'est-ce qu'on doit faire. C'est notre mission. Et avant nous, parler de banques de données, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, je vous assure qu'on a quand même commencé à faire ce travail en profondeur. Et dans la chaîne de valeur de pétrole et gaz, ça ne se limite pas seulement à exploiter avec les opérateurs. Il faut aller jusqu'aux infrastructures d'exploitation, notamment l'implantation des raffineries et des pipelines pour le transport de ces produits-là. Ça, c'est en amont, c'est ce qui peut se faire. Cela nous pousse effectivement à former les géoscientistes, à former les géologues, à former les spécialistes. Ça, c'est encore un grand chapitre et un grand défi pour notre pays et pour cette entreprise. Alors maintenant, l'aval, la partie aval pétrolière, c'est justement la partie distribution. Ce qui se passe aujourd'hui, on parle de la fourniture, c'est-à-dire dans l'importation. On importe. Et nous distribuons dans tout le pays. Et dans cette partie de l'aval, nous sommes en train d'agir en 3 dimensions. La première, c'est dans la distribution dans les réseaux. C'est que vous parlez quand vous parlez des stations-service et les réseaux. C'est une petite partie des activités de cette société que nous avons relancée efficacement d'ailleurs, puisque vous avez dit au départ... On ne voulait même pas aller dans les cette stations. Cette image-là, je pense, est déjà effacée. Il faut continuer beaucoup quelques spots. Cette image est effacée et aujourd'hui, je pense que nous devons être fiers d'avoir notre marque déposée à la Sonaïdroc en tant que station-service. Et nous devons améliorer. Ce n'est pas encore ce que nous voulons exactement, ce n'est pas encore raffiné dans la vision du chef de l'État. Je pense qu'il voit plus que ça. Et nous avons même difficile à matérialiser clairement, mais je pense que nous allons y arriver. En dehors des réseaux, nous avons les transports fluviaux. À l'époque de Petrozaïre, vous vous rappelez, c'est Petrozaïre Kolomboka qui avait des bateaux qui amenaient les produits dans les différents du pays. Et à notre arrivée aussi, il y avait un problème puisque les bateaux n'étaient plus au point. Il fallait absolument remettre tout au point. Et nous avons réussi quand même à faire venir des nouveaux moteurs de Marseille
Il y a 2 bateaux qui sont effectivement opérationnels, qui transportent les produits à l'intérieur, à Kisangani, à Ilebo, à Bangui, et ici à Brazzaville. Évidemment, quand on parle de Kisangani, c'est en passant par Mbandaka, Bumba et Lissala. Bandundu aussi. Et à Bandundu, évidemment, quand ça va vers Ilebo, ça laisse les produits à Bandundu, puis ça continue jusqu'à Ilebo. Dans les transports fluviaux, je pense que c'est cette société qui a le plus grand flotte. Sans modestie, je pense que nous sommes en train de remettre les choses en place de telle manière que le rôle primaire de cette société dans ces secteurs soit accompli sans faille. Toujours en aval, peut-être les gens ne savent pas, nous avons récupéré aussi les wagons-citernes qui étaient à CEP. Ce sont des wagons-citernes de la Société nationale. Nous avons reconditionné ces wagons-citernes à Lubumbashi, dans l'atelier de la SNCC, là-bas. Aujourd'hui, nous avons, je pense, 16 qui sont opérationnels pour l'approvisionnement de produits. Kassai. Nous pouvons importer à partir du sud via Kasumbalesa, ça vient jusqu'aux entrepôts de CEP à Lubumbashi, de Lubumbashi, ça vient à Moniditu, ça fait Kalemi, Moniditu, jusqu'à Kananga. Tout comme nos bateaux peuvent amener des produits jusqu'à Ilebo, de Ilebo, nous mettons dans les wagons-citernes jusqu'à Kananga ou Moniditu. Voilà, et nous sommes en train d'aller jusqu'à Kindu et Kalemi. Nous allons revenir, vous avez vraiment placé les tableaux et nous ne pouvons que nous réjouir de ces informations que vous donnez. Mais très rapidement, avant que je ne revienne à la question principale qui vient, quelles sont les connexions entre vous et CEP? Il n'y a pas chevauchement dans les attributions? Non, il n'y a pas chevauchement, puisque CEP, c'est une société de mutualisation, je peux dire. Ouais. Tout le monde met les produits. Mutualisation. Et les actionnaires dans CEP, c'est effectivement la Société nationale qui représente l'État congolais, avec 36,7%. C'est l'actionnaire majoritaire. Et il y a Kobil, il y a Engel. Et les autres privés. Le Total. D'accord. C'est ça, ce sont des infrastructures. C'est essentiellement pour le stockage. Oui, c'est pour le stockage des produits, ok. Oui, le stockage et le transport aussi. Revenons un peu à la tâche que j'appelle la tâche soft, puissante, qui est attendue de vous, celle de l'exploration, celle de la mise en valeur, sinon de la découverte de nouveaux gisements. C'est comme ça que je reviens donc à m'inquiéter, je m'inquiète que voilà bientôt 10 ans, aucune nouvelle entreprise n'est arrivée dans le pays pour pouvoir obtenir de l'État un contrat de partage de production. Celles qui étaient déjà ici, a-t-on appris, ont pratiquement plié bagage, au point que les différents blocs pétroliers qui ont été attribués à l'époque, aujourd'hui font l'objet soit des marchandages, soit des désistements. En fait, pourquoi nous avons l'impression que le côté-là aurait été freiné, comme si on avait dit, pas question d'avancer. Et pourtant, votre mission, c'est de faire avancer le secteur. Est-ce que vous n'avez pas fait d'exploration? Est-ce qu'il y a de nouvelles conditionnalités? Qu'est-ce qui se passe réellement du côté de l'avancement de la politique générale des hydrocarbures? Pourquoi il n'y a pas de nouvelles entreprises? Bon, je pense qu'il y a des choses qui relèvent du ministère des hydrocarbures, pour lesquelles je n'ai pas mot dire. Les choses d'avant moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Mais à ma connaissance, ce que je peux dire, dès l'adoption de la loi relevant des hydrocarbures au pays, la loi 15-012, 2015. J'ai fait allusion tout à l'heure, promulguée le 1er août 2015, la configuration du secteur hydrocarbures a changé. Et la mise en œuvre de cette loi est en train justement de répondre à vos préoccupations.
Bon, je ne sais pas pourquoi cette loi a traîné pour sa mise en place, puisqu'avant cette loi-là, cette société n'avait pas beaucoup d'attributions, surtout en amont pétrolier. C'était plus en aval. Dès lors que je suis venu mettre en œuvre la loi, et en amont pétrolier, nous avons beaucoup à faire. En ce qui nous concerne, nous menons ces recherches, comme la loi nous l'autorise. Nous pouvons les faire seuls ou avec un partenaire, et ce partenaire peut être un Congolais ou un étranger. Nous sommes à la recherche des investisseurs qui peuvent nous épauler afin de mener à bien ces objectifs. Est-ce que c'est des choses... L'impression que vous avez que ça a été freiné a été aussi notre préoccupation. Et c'est notre grande préoccupation, dans la mesure où on sait que d'ici 5 ans, au minimum 10 ans au maximum, l'énergie fossile sera déclarée énergie polluante. On n'a plus droit à l'erreur, nous devons courir. Voilà. Nous devons courir pour l'exploitation. Oui. Dans nos recherches, dans la cartographie de pétrole et gaz, nous sommes si pas dans la joie et en même temps dans la tristesse. Je veux dire que notre pays regorge plus de 35 milliards de barils en potentiel. Nous avons les 3 cuvettes, par exemple la cuvette centrale, cuvette centrale qui regorge en potentiel pas moins de 10 milliards de barils. Nous avons le Graben Tanganyika qui regorge pas moins de 10 milliards aussi. Et le Graben Albertine. Là, vous êtes déjà à 20. Oui, oui. Si vous avez le Graben Albertine, qui n'a pas moins de 6 milliards. On ne parle pas de la côte. Et puis vous avez l'Atlantique, la côte... Mais est-ce que vous venez de toucher du doigt le problème? Notre pays s'est engagé dans le combat contre le réchauffement climatique et dans la mise en place des énergies non polluantes. Vous l'avez dit vous-même. Avons-nous un avenir dans les domaines des hydrocarbures, surtout dans le domaine de l'énergie fossile? Malgré nos 35 milliards de barils contenus, est-ce que nous pourrions exploiter cette ressource sans en réalité compromettre notre réputation de bon élève de l'environnement? Bon, je sais que dans le passé, le pays a bénéficié de bonus de conservation de la nature par le fait qu'on n'a pas exploité la forêt, en laissant tout naturellement. Sans effort, quoi. C'est très facile, quoi. On a laissé et puis on a bénéficié. Mais je pense que devant Dieu, là je parle en tant que pasteur, nous pouvons être chicotés parce que si nous devons comptabiliser tout ce que Dieu a mis à notre disposition comme richesse, comme potentiel que nous devons transformer en richesse et puis avoir les degrés de pauvreté de la population, je pense qu'il y a une responsabilité. Mais poser la question de savoir si nous n'aurons pas de problèmes après avoir signé les accords, je pense que c'est très tôt. Je pense que c'est la lutte que mène le chef de l'État. Ce n'est pas pour rien que le chef de l'État se déplace parfois, c'est jusqu'à aller par exemple au Qatar. Il n'est pas parti, vous savez, c'est le pays de gaz et de pétrole. Il est parti justement, entre autres, voir dans quelle mesure nous aussi, nous puissions bénéficier de la manne pétrolière et gazière que Dieu a mis dans ces pays. Et je pense qu'il y réussira puisqu'il a une très grande vision en cette matière-là. Et nous sommes là pour la mise en œuvre de sa vision. La plupart, quand je regarde un peu vos prédécesseurs et même les ministères des hydrocarbures, vous dites effectivement, je comprends, ce n'est pas aujourd'hui de votre essor, vous êtes un collaborateur pour le ministère, mais il y a quelques années, le ministère des hydrocarbures était parmi les champions de la défense d'une exploration dans le parc Virunga. Vous vous rappelez? Même des entreprises qui s'étaient installées, qui ont commencé à faire l'exploration. L'État congolais avait soutenu son ministère en disant
nous ne pouvons pas ne pas savoir ce qu'il y a à conserver si nous ne bénéficions pas de cette manne. Quelle est votre approche dans le domaine des activités en amont que vous avez cité ici? Avez-vous continué l'exploration du parc Virunga ou d'autres parcs des aires protégées? Bon, je dis qu'il y a des matières qui relèvent du ministère des Hydrocarbures. Non, mais ça c'est vous-même, vous avez ça. C'est votre compétence. Non, pour le moment, on n'a pas encore touché ce chapitre-là, surtout cela vous parlez plus du Graben Albertine pour le parc Virunga. Et vous parlez évidemment de la cuvette centrale. Il y a des parcs de Salonga et tout, et peut-être la partie des réserves de la forêt équatoriale. Je pense que nous avons amorcé une bonne démarche en dialoguant. De tous ces réseaux en dialoguant. À un moment, nous avons pris langue avec le directeur général. L'UNESCO? Non, avant UNESCO, c'est ici d'abord, la conservation de la nature. ICCN avec le pasteur Cosma. Vous avez un peu prié ensemble avant? Oui, il est venu ici. Lui aussi, le pasteur. On a prié ensemble, on a vu ensemble comment régler ces mêmes problèmes. C'est réglable. Et à un moment, je pense, il est venu me voir avec les responsables de l'UNESCO. On en a discuté. Et c'est possible de régler ces problèmes. Comment le Brésil fait? Notre pays a la configuration du Brésil. Au Brésil, on fait l'exploitation dans les parcs. Comment au Brésil on exploite? Aujourd'hui, c'est un problème de technologie. Il y a lieu d'exploiter sans contaminer l'environnement. C'est possible, c'est un problème technologique et c'est un problème aussi d'isoler. Avant même d'entamer l'exploitation dans les zones à risque, ce n'est pas des zones à contamination facile. Il y a deux choses que nous pouvons comprendre. Toutes ces réserves-là ne sont pas concentrées uniquement dans les parcs ou dans les endroits à risque. Non. Il y a plus beaucoup de bruit d'ailleurs par les ONG. Dans les ONG que la réalité. Il y a des zones où on peut exploiter sans contaminer, sans risque, avec une bonne technologie. Je dis, il est grand temps pour nous d'avancer et non de spéculer. Monsieur DG, je rappelle que vous êtes directeur général de la Sona Hydro. Maintenant, je ne reviendrai plus à Cohydro, c'est Sona Hydro. Alors, je voudrais aussi vous poser une question sur votre spécialité. Nous allons progressivement vers la fin de cette interview. Vous êtes spécialiste dans la conception, dans la construction des stations-service. Dans notre ville, nous avons vu une prolifération des stations. Il y en a partout presque. Vous voyez, c'est vrai que c'est tout concentré à des endroits. Peut-être que nous, avec nos yeux de néophytes, nos yeux de profanes, nous n'en comprenons pas l'essence. Mais nous nous rendons quand même compte que les stations, c'est quand même des objets dangereux dans le cas des accidents. Quels sont les principes? À quel endroit doit-on construire une station-service? Et celle que vous avez construite, ou vous avez aidé à construire par votre entreprise, elles obéissaient à quels principes? Quels sont les principes de base que l'on peut maintenant voir? Tiens, ça c'est une bonne station, celle-là elle est mal placée. Oui, là vous parlez de la bonne station et du placement. Oui. Là, il y a un problème d'impact environnemental et social. Dans ma formation, je pense que quand j'ai été formé à Paris en cette matière-là, j'ai fait même mon stage à la région parisienne, on tenait compte de l'impact environnemental, on tenait compte aussi des aspects de contamination. Et à l'époque, on avait mis en place la norme. La norme en matière de construction des stations-service part du sous-sol. Quand on fait les essais du sol, quand on voit où se trouve la nappe phréatique, et quand on voit la qualité du sol, c'est acide ou pas, comment les citernes vont se comporter vis-à-vis de ces sols-là. Il y a des choses qu'on doit tenir compte. Évidemment, dans notre pays, les conditions ne sont pas les mêmes comme en Europe. Ici, les sols n'est pas... Enfin, on fait les citernes pour enterrer, il y a l'enveloppe pour éviter la corrosion. Et puis on prend
La contamination d'abord. Et puis, on prend beaucoup de précautions pour que l'enveloppe, les citernes soient bien enveloppées avec du goudron, avec des systèmes qui puissent protéger le sol pour que le sol soit encore exploitable. Il y a les problèmes avec les agriculteurs et tout ça, il faut éviter la fuite. Toute fuite va polluer. En dehors de ça, dans l'impact social aussi, il faut tenir compte de l'environnement, puisqu'une station, c'est presque une bombe. Puisque en cas d'incendie, c'est une explosion terrible. C'est une explosion, c'est tout un quartier qui peut disparaître. Hein? Et ce n'est pas n'importe où on va ériger une station-service. C'est dans ces cadres-là qu'il y a des officiels, si pas des structures, qui sont habilités à autoriser la construction. Alors cette question doit revenir. Mais ça ne revient pas à vous? Non, ça ne devait pas à nous. Normalement, rôle vous aurez pu être régulateur à cette matière-là. Nous n'avons pas un rôle, une autorité. Ce n'est pas la société nationale qui donne l'autorisation. C'est l'hôtel de ville. Nous aussi, nous allons demander les autorisations. Pour faire. Mais dans ce cas-là, c'est l'hôtel de ville. Je ne parle pas de l'hôtel de ville seulement, non. Il y a quelqu'un qui a une station. Il y a la ville, oui. Il y a, je pense, le ministère, le secrétaire général ou les ministères qui... Nous allons, de toute façon, nous allons enquêter, nous allons aller investiguer. Surtout à Lubumbashi, je pense que là c'est encore très grave par rapport à ici à Kinshasa. J'ai vu à Lubumbashi dans quelles conditions les stations. on construit les stations, même les entrepôts pétrolières, sans tenir compte de cette réalité. Nous allons investiguer pour pouvoir savoir, c'est une question essentielle. Alors, depuis que vous êtes à votre poste, vous avez dit effectivement que l'entreprise était presque en faillite, mais le côté social, avez-vous quand même touché le côté social? C'est vrai, vous avez prêché les gens pour changer leur mentalité, mais est-ce que l'entreprise aujourd'hui atteint ne fût-ce que le minimum social de ses travailleurs? Bon, je dis le social reflète aussi l'état de santé de l'économie du pays. Pas de l'entreprise. Pas de l'entreprise est dans le pays. Si nous sommes en crise, c'est tout le monde qui est en crise. Une entreprise en faillite, vous venez trouver une entreprise en faillite et vous parlez du social, ce n'est pas facile. Mais du moins, il y a des efforts qui ont été fournis. Imaginez qu'on vous donne une entreprise en faillite et puis sans fonds de roulement. Nous avons trouvé l'entreprise dans cette condition-là. Sans fonds de roulement, sans pratiquement... sans réserve. Parler de réserve, c'est bon, mais sans stock. Des marchandises. Sans stock, ça. Vous êtes une entreprise commerciale, donc quittez l'entreprise publique vers une entreprise commerciale. Cohydro était une entreprise publique. La Sonahydraulique, c'est une entreprise commerciale. Et quand on vous désigne directeur général, on ne vous donne pas une malle d'argent pour dire que voilà, à partir d'aujourd'hui, vous allez payer les arriérés de salaire, vous allez mettre les infrastructures en place. Non, c'était difficile. Nous avons pu exercer notre manège pour voir dans quelle mesure stabiliser d'abord l'entreprise après avoir évoqué les problèmes de changement de mentalité, motiver les consciences des gens. Il fallait quand même faire un minimum pour stabiliser. Dès le départ, nous avons, grâce à un partenaire que nous avons trouvé, avec qui chez qui on recevait les produits, on vendait, on partageait les marges, nous avons pu quand même commencer à payer ne fût-ce qu'un mois sur deux, petit à petit. Les gens qui n'étaient pas payés, mais on commençait à recevoir un mois sur deux. Et la grande chose sur le social que nous avons fait, puisque nous avons trouvé des retraités qui étaient là et qu'il était impossible pour eux d'obtenir la pension de retraite. Oui, les retraites et partir, c'était difficile. Et ils étaient tous dans le salaire d'attente. Je pense 2 ans après, nous avons pu faire partir à la retraite plus de 105. 105, ça sur le plan social, c'est très important
c'est parmi les 105, on a payé même ceux qui étaient morts, c'est-à-dire on a payé les familles. Et dégager les retraités Petro-Zaïre. J'ai dit bien Petro-Zaïre. Petro-Zaïre, Petro-Congo, Hydro. oui, vous voyez un peu toutes ces phases de changement-là. C'est pas facile. Mais nous avons pu le faire en demandant un peu de sacrifice aux actifs, puisque mon but pour prioriser les départs des retraités était de baisser la masse salariale. Puisque prendre quelqu'un qui a plus de 30 ans, 40 ans de service, s'il est directeur par exemple, chaque mois, s'il va en congé, son salaire c'est presque le salaire du DG. Bien qu'on soit mal payé, mais ça donc, vous avez entamé ce côté-là. J'ai entamé ce côté. Et maintenant, je suis au point de m'occuper des actifs. Il fallait d'abord remercier ceux qui ont placé les fondements sur lesquels nous sommes en train de travailler. Et leur dire merci pour le grand travail qu'ils ont abattu. Ils sont partis et on a eu le temps de prier pour eux. Je leur ai même donné les Bibles. Ils sont contents. Et maintenant, nous devons nous occuper des actifs sur le plan social et nous avons déjà commencé. Et cela la tâche vient d'être, enfin la tâche par la grâce de Dieu vient d'être rendue un peu aisée par le président de la République. Ça, je l'ai dit encore. En passant, je dis grand merci au nom de tous les agents de la Sonahydro, puisque 20 ans après, je dis bien 20 ans après, c'est la toute première fois que cette société s'est vue dotée d'une subvention partant de la structure des prix. Ça, c'est historique. Je dis bien plus de 20 ans après. Et partant de ça, nous sommes à mesure de retrouver notre... enfin, de revoir les systèmes de travail en tant que fournisseur. À l'époque de Petro-Zaïre, c'est seul Petro-Zaïre qui importait. Aujourd'hui, nous avons plus de 30 fournisseurs. Ce qui fait que cette société ne peut plus jouer son rôle de régulateur. Mais le chef de l'État a une grande vision dans ça. Il a commencé par doter cette entreprise de moyens du départ. On était sans fonds de roulement quand on est venu. Mais d'ici octobre, nous aurons ça, par la volonté du chef de l'État. Et il a commencé déjà à poser des actes clairs. Donc il y a une volonté politique exprimée concrètement. Cela étant, aux actifs, je leur demande juste un peu de patience. Et ce sont des choses qui doivent se faire. Puisque si j'avais commencé par m'occuper des arriérés des salaires des actifs, en leur payant tout, sans dégager les retraités, ça allait être absolument. Je ne cite pas les noms des entreprises qui sont bloquées dans ça, dans lesquelles on trouve même les retraités, la masse salariale des retraités est supérieure. Il y a une entreprise qui n'est pas très loin de la nôtre, où les travailleurs sont moins de 5 000, mais les retraités sont 10 000. Voilà. Ça, nous le savons. Alors, nous allons... Et ce n'était pas facile de convaincre même les syndicalistes pour ça. Comprendre cette logique. Mais ici, au moins, aujourd'hui, je pense qu'ils me donnent raison. Nous allons terminer cet entretien. Vous savez, nous espérons revenir avec vous pour pouvoir développer l'aval, parce qu'on n'a pas beaucoup développé. Mais la question que je vous pose, c'est une question que je pose et en même temps au directeur général, en même temps au pasteur que vous êtes, en même temps au patriote, parce que vous avez ici élaboré une adhésion à la nation. Quand est-ce que, comment, à quel moment, notre République démocratique du Congo pourra devenir aussi un pays producteur du pétrole et peut-être pourquoi pas adhérer à l'OPEP? Nous ne sommes pas producteurs, malgré 35 milliards de barils contenus. Nous ne faisons qu'importer, et d'ailleurs une entreprise comme la vôtre, elle ne fait qu'importer des produits tirés ailleurs. Alors, quelle est la foi que nous pouvons avoir qu'un jour, quelle est la confiance, l'espoir qu'un jour, notre pays pourra devenir aussi un pays producteur? Et c'est ma dernière question.
Merci pour cette dernière question qui est pertinente, qui est une question générale. Ce n'est pas seulement une question posée à un Congolais, c'est une question posée aux Africains en général. Puisque lors du premier ou deuxième sommet africain du pétrole au Nigeria, à Abuja, cette question a été posée à tout le monde. Et ça a été obligé de grands débats. Imaginez un peu les Nigérias qui exploitent déjà, ils sont à environ 3 millions de barils par jour. Par manque d'infrastructures de transformation, par manque de raffinerie, ils ne raffinent que les 10% de leurs besoins. Jusqu'à présent, ils continuent à importer. Et je pense ici, nos voisins de l'Angola, c'est la même chose. Même Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, c'est la même chose. Donc c'est une question générale qui concerne les Africains. L'effort doit être fait pour développer toute la chaîne de valeur. Donc, puisque voilà, vous ne parlez que des pétroles, il y a surtout les gaz. Vous savez que nous avons plus de 60 milliards de mètres cubes de gaz méthane qui risquent même de se transformer en bombes au lac Kivu. Il est grand temps pour nous justement de transformer tous ces potentiels en richesse. Et je dis que c'est possible. C'est un problème de volonté. Je vous dis que le chef de l'État a cette volonté politique. Ayant cette volonté et matérialisée, je crois que ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve. Il est possible qu'en peu de temps, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, votre rêve là soit réalisé. Merci, ingénieur Hubert Mimi Mourawa, directeur général des Nations Hydroc. Merci d'avoir été à droit à la parole et surtout d'avoir répondu à toutes ces questions qui sont des questions précises qui concernent le développement de notre pays, mais qui sont aussi en même temps des clés pour la production des richesses afin d'éloigner cette misère rampante qui touche maintenant aujourd'hui une très grande part de notre population. Nous ne pouvons que vous souhaiter bonne chance dans votre mission, mais surtout aussi de voir cette entreprise et ces travailleurs prospérer au prorata des efforts et des sacrifices qu'ils auraient consentis. Merci donc beaucoup. C'est la fin de Droit à la parole. J'espère vous retrouver à une autre occasion. D'ici là, portez-vous bien. Chaque jour est une vie. Mi